Très chers amis, très chers internautes, vous qui me suivez à partir de ma chaîne, je vous suis très reconnaissant pour ce moment que vous disposez pour suivre le message que je vais passer à travers cette tranche. Le message d'aujourd'hui, encore une fois, comme d'habitude, comme votre exigence, et comme je suis toujours votre humble serviteur à votre service, aujourd'hui j'ai voulu insister sur un message clé qui est: la révolution a besoin d'un peuple de convaincus, pas des vaincus, comme le dit si très bien Thomas Sankara à travers son livre Thomas Sankara parle. Encore une fois, aujourd'hui, c'était suite à votre demande que vous avez vraiment écrit, vous avez envoyé des messages, j'avais dit, mais monsieur bienvenu, papa bienvenu, vous avez en tout cas un peu arrêté ou stoppé de pouvoir nous envoyer des messages concernant la situation de l'heure et vu tout ce qui se passe dans notre pays, la crise multiforme que nous connaissons, nous avons vraiment besoin des messages patriotiques qui viennent à point nommé pour essayer un peu de nous mobiliser et de nous sensibiliser. Voilà pourquoi je n'ai pas voulu aller loin. Je vais vraiment en profiter aujourd'hui pour essayer un peu de parler de ce que Thomas Sankara a vraiment martelé à travers son livre Thomas Sankara parle. Il parle d'un thème très très important qui vient à point nommé concernant la crise multiforme qui frappe la République démocratique du Congo et les Congolais où qu'ils se trouvent, à savoir la révolution a besoin d'un peuple des convaincus, pas des vaincus. Et à travers ce livre, j'ai voulu, avant d'entrer vraiment dans la profondeur de ce livre, essayer un peu de vous lire un passage de la Bible, 1 Pierre 2, verset 9, qui nous relate ce qui suit. Je voulais un peu me ressourcer avant d'entrer en profondeur et de vous lire ce livre, vous lire ce passage et de faire un peu le parallélisme et de poser la question par la suite à vous qui me suivez, à vous qui vous intéressez à tous les articles que nous écrivons, que nous mettons à votre disposition de voir, à savoir, peuple congolais, zaïrois, zaïroises, ou partout que vous soyez, de quelle race pouvez-vous vous identifier? Vous êtes de quelle race? Êtes-vous de la race des vainqueurs ou des vaincus? Voilà ma question. Et par rapport à ça, je vais vous lire le passage de 1 Pierre 2, verset 9 jusqu'à 10 et 11 qui stipule ce qui suit. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Ça c'est la version originale de 1 Pierre 2, verset 9. Mais moi, j'ai voulu un peu interpréter ça à ma manière, dans le sens que, comme il est bien stipulé, vous, au contraire, très chers amis, très chers internautes, vous qui me suivez, vous, au contraire, vous êtes une race élue, une race des vainqueurs et non des vaincus, une nation sainte, une nation locomotive, c'est-à-dire city train. Donc nyoka oyo to penguma oyo avalaka nyonso na passage na ye pona alatisa biso loposo to poso ya sika ya peto na miso ya mokili mobimba. Un peuple acquis au changement de manière perpétuelle, c'est-à-dire seko na seko, libela na libela. Nous pouvons ajouter à ces lots un peuple convaincu et non des vaincus, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois et auparavant
n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Il faut que vous le sachiez d'ores et déjà que vous êtes prédestinés à occuper cette partie du monde, à savoir le territoire congolais ou zaïrois, comme nous renseigne si bien le passage que je vais vous lire tout à l'heure. Romains 8, 29 à 31, qui stipule ce qui suit. Romains 8, je vais commencer à partir de 28 jusqu'à 39. Il est dit ceci, je vais aller vite en besogne pour vous lire cela, et par rapport à cela, faire le parallélisme avec le livre de Thomas Sankara que nous allons lire aujourd'hui. Romains 8, 28, il est dit: nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il les a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirions-nous, très chers amis, très chers internautes, que dirions-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Personne ne peut accuser les élus de Dieu. Il n'y a que Dieu lui-même. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation? Ou l'angoisse? Ou la persécution? Ou la faim? Ou la nudité? Ou le péril? Ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai la science que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. C'était un peu le parallélisme que j'allais vraiment vous faire voir un peu par rapport au thème que nous allons développer tout à l'heure. Vous faire voir de un d'abord et poser la question de dire: de quelle race êtes-vous? Êtes-vous de la race des vaincus ou vous êtes de la race des vainqueurs? Alors si vous êtes de la race des vainqueurs, tant mieux. Voilà pourquoi je vais entrer en profondeur pour le thème d'aujourd'hui que j'ai voulu vraiment partager avec vous, à savoir la révolution a besoin d'un peuple des convaincus, pas des vaincus, le disait bien Thomas Sankara. Je vais vous faire lire donc le passage de son livre. Il dit ceci. Il dit: honorable invité de l'Union soviétique, du Togo, du Bénin, du Niger, du Mali, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée-Bissau, du Cap-Vert, de l'Angola, de l'Éthiopie, de la République arabe saharoui démocratique, de la Libye, de l'Algérie, de l'Iran, du Cuba, de France, d'Italie, chers amis du Burkina Faso, venus du Sénégal, de la Belgique et de l'Espagne, camarades militantes et militants de la Révolution démocratique et populaire. Aujourd'hui, 4 août, nous célébrons le 4e anniversaire de la Révolution d'août, la Révolution démocratique et populaire. Pour ce rendez-vous de la joie et de l'allégresse, non pas se sont laissés guider par nos cœurs, et nos cœurs nous ont conduits à Bobo Dioulasso, ville historique et pétulante, dont le nom est définitivement lié à l'Afrique des luttes anticoloniales.
l'Afrique des unités, l'Afrique des fédérations, en somme, au panafricanisme vivifiant. Merci à tous ceux qui sont venus. Merci à tout Burkinabé d'un jour ou Burkinabé de toujours. Merci à tous ceux qui n'ont pu effectuer le déplacement pour Bobo Dioulasso, mais qui sûrement communient avec nous dans la simplicité, dans la discrétion voulue ou subie, mais dans la solennité et dans la dignité. Merci encore une fois à tous ceux qui sont aujourd'hui dans l'impossibilité de fêter avec nous en comptant la maladie et privations diverses, entretenant stoïquement l'espoir des jours meilleurs. Merci à tous ceux qui ne sont plus là et qui cependant avaient le droit de savourer les délices de nos victoires. À la mémoire de tous ces militants qui nous ont quittés prématurément, observons une minute de silence. Je vous remercie. Camarades, le 4e anniversaire de notre révolution est placé sous le signe de notre dynamique paysannerie. La paysannerie, la communauté de ceux qui résolvent pour tous quotidiennement et concrètement la question concrète de la nourriture. Oui, c'est cette paysannerie qui sort des limbes du Moyen Âge, de l'arriération, et qui, dans les conditions précaires, réalise tant bien que mal chaque année ce pari. Cette paysannerie, notre paysannerie, est la fraction la plus importante de notre peuple. C'est cette fraction qui subit et continue de subir avec le plus d'intensité l'exploitation des vestiges des forces de type féodal et de l'impérialisme. C'est cette fraction qui a le plus souffert des maux que nous avons hérités de la société coloniale. L'analphabétisme, l'obscurantisme, la paupérisation, les brimades diverses, les maladies endémiques, la famine. Ce n'est donc point une surprise si notre paysannerie est aujourd'hui une force désireuse de transformation, révolutionnaires. Car seule la révolution en renversant l'ordre ancien peut satisfaire les aspirations légitimes de la paysannerie. Suivez très très bien ce passage, très chers amis, vous qui me suivez. Ce n'est donc point une surprise si notre paysannerie est aujourd'hui une force désireuse de transformation révolutionnaire. Car seule la révolution, en renversant l'ordre ancien, peut satisfaire les aspirations légitimes de la paysannerie. Pour répondre à ce désir légitime, et mobiliser toutes ces énergies disponibles, la révolution démocratique et populaire a fait de cette paysannerie une force politique organisée en créant l'Union des paysans du Burkina Faso. Cette force politique doit se placer sur l'axe du renforcement du processus révolutionnaire en donnant naissance à un engagement ancien dans la révolution au niveau de chaque paysan pauvre. Au cours de l'année écoulée, beaucoup d'initiatives heureuses ont été développées dans le sens de l'accomplissement de cette tâche. Cette tâche, dont l'importance et la complexité sont grandes, va nécessiter que nous y revenions à une autre occasion au cours de l'an 5 de notre révolution pour la définir plus amplement et plus profondément. La célébration de l'an 4 sous le thème de la paysannerie doit marquer le départ pour un paysan de type nouveau correspondant à la société nouvelle en cours d'édification. Il ne s'agit pas pour nous de célébrer le type de paysan arriéré, résigné, naïf, soumis à l'obscurantisme
et conservateur farouche, il s'agit de célébrer la naissance. Il s'agit de célébrer la naissance du paysan nouveau, responsable et responsabilisé. Un homme qui s'ouvre au futur en s'armant des technologies nouvelles. Du reste, l'application croissante du mot d'ordre produire et consommer burkinabé contribue déjà à façonner cette nouvelle image du paysan, grand acteur et bénéficiaire de cette politique d'édification d'une économie nationale indépendante issue de la deuxième conférence nationale des comités de défense de la Révolution. Aussi, l'exécution du premier plan quinquennal de développement populaire qui participe à cette politique économique nouvelle devra-t-elle être pour tous l'occasion d'apprendre à réaliser pour nous-mêmes ce dont nous avons besoin et à améliorer constamment la qualité du travail. Le plan quinquennal ne devra donc pas être exécuté dans le seul souci de pouvoir un jour faire une compilation de statistiques. Le terme paysan devra, grâce à ces transformations intégrales et à ses effets induits, cesser d'être le terme péjoratif que l'on connaît aujourd'hui pour devenir synonyme de respect. Respect dû aux combattants dignes et fiers qui défendent les causes justes et qui assument avec succès et au niveau voulu sa part dans la production sociale en tant que membre du grand corps qu'est le peuple. Dans ce combat, les paysans ne devront pas être seuls. La classe ouvrière et la petite bourgeoisie intellectuelle révolutionnelle devront assumer leurs responsabilités historiques en œuvrant avec sacrifice et abnégation à la réduction de l'écart entre la ville et la campagne. La classe ouvrière et la petite bourgeoisie intellectuelle révolutionnaire doivent donc considérer cette célébration comme un jalon important dans le cadre du renforcement de leur alliance stratégique avec la paysannerie. C'est aujourd'hui la fête des paysans et c'est donc aussi la fête de leurs alliés, symbolisée par notre emblème, l'emblème de la révolution démocratique et populaire. Camarades, aujourd'hui, il nous faut jeter un regard sur les 4 années de révolution, non pas tellement pour relever mécaniquement nos victoires, bien qu'une fierté légitime nous y pousse, mais pour tirer les enseignements afin de mieux éclairer notre marche vers le progrès. Nous avons entrepris et réalisé de nombreuses transformations matérielles en faveur des masses. Ces résultats, nous ne les devons pas à des matériaux supplémentaires ou exceptionnels, nous les devons à l'action des hommes. Ces hommes qui hier étaient résignés, muets, fatalistes et attentistes sont aujourd'hui debout et engagés pour la lutte révolutionnaire concrète sur les divers chantiers. Les victoires enregistrées sont le fruit de leur travail. La projection sur le concret de leur génie créateur et de leur enthousiasme révolutionnaire. Ces résultats sont la preuve que notre révolution est populaire, car elle puise dans les masses sa richesse, sa force et son invincibilité. C'est pourquoi nous devons saluer tant de courage et d'abnégation, tant de sacrifices et de dévouement de la part des militants de la révolution démocratique et populaire. Ce salut que nous leur adressons n'est pas un salut de complaisance. Les résultats atteints s'expliquent scientifiquement. La force, qu'elle soit d'origine musculaire ou produite par les machines, est mesurable, comparable et donc substituable. D'autres l'ont montré avant nous et nous n'avons fait que l'appliquer à nos réalités concrètes. Cette application a nécessité que l'homme burkinabé cesse d'être la reproduction sur le plan des mentalités
de l'individu culturellement aliéné et politiquement asservi, modélé pour perpétuer la domination impérialiste dans les pays nouvellement indépendants. Cette transformation des mentalités est loin d'être achevée. Il y a encore beaucoup d'entre nous qui se réfèrent aux normes étrangères pour évaluer leur vie sociale, économique et culturelle. Ils sont au Burkina Faso et ils refusent de vivre notre réalité concrète. Pour la société nouvelle, il nous faut un peuple nouveau, un peuple avec son identité propre, un peuple qui sait ce qu'il veut, qui sait s'imposer et qui sait ce qu'il faut faire pour atteindre les objectifs qu'il s'est fixés. Regardez un peu ce que Thomas Sankara dit. Il faut arrêter de se faire des utopies. Hein? Vivez avec vos réalités et soyez conséquents. Comme les Chinois, ils ne vivent pas avec d'autres réalités, d'autres paradigmes, comme s'ils vivaient aux États-Unis. Non, la réalité est telle que je vis en Chine. Je dois m'habituer avec les conditions qui se passent en Chine. Et quand vous vivez au Burkina Faso, que ce soit au Congo, vous devez être vraiment conséquent par rapport aux conditions existentielles et vous battre pour que ces conditions soient les meilleures. Voilà pourquoi il dit, pour la société nouvelle, il nous faut un peuple nouveau. Donc, pour la société Yassika, il faut peuple Yassika. Il faut peuple Yassika. Peuple Oyo Ayebi Eloko Alingi, Ayebi Eloko Oyo Azosenga, pe Ayebi Eloko Alingi Kosala po Akokisa, ba objectif nae à terme. Notre peuple, après 4 années de révolution, est l'amorce de ce peuple nouveau. Le recul sans précédent enregistré par le fatalisme est un indice tangible à cet effet. Tout le peuple burkinabé croit à un avenir meilleur. Et à ce niveau, nous avons même réussi à convaincre les réactionnaires d'hier qui, pris dans l'engrenage de la marche de l'histoire, regardent avec optimisme l'avenir avec nous, oubliant qu'hier encore, ils prêchaient la soumission à l'impérialisme et la mendicité perpétuelle comme moyen de développer ce pays. La construction de la patrie a renforcé la conscience collective de la nécessité de compter sur nos propres forces en rejetant farouchement le mimétisme servile et l'alpaventrisme humiliant et dégénérescent. Camarades militantes et militants, assurant l'année politique qui s'achève à ce 4e anniversaire a été une année mouvementée. Sans revenir sur les détails des contradictions qui sont apparues, ni sur la qualité des solutions pour les résoudre, il convient de retenir la leçon principale de cette expérience. La révolution démocratique et populaire a besoin d'un peuple de convaincus et non d'un peuple de vaincus. D'un peuple de convaincus et non d'un peuple de soumis qui subissent leurs desseins. C'est ce qui se passe actuellement dans notre pays, au Congo démocratique, en République démocratique du Congo, au Congo-Kinshasa. C'est clair et net. C'est bien dit, la révolution démocratique et populaire a besoin d'un peuple de convaincus et non d'un peuple de vaincus. D'un peuple de convaincus et non d'un peuple de soumis qui subit son dessein. C'est comme ce qui se passe dans notre pays. On est en train de subir, à chaque fois on est en train de subir des pleurnichets et tout cela. Mais non, il faut se soulever, se libérer, c'est tout. C'est tout. Depuis le 4 août 1983, le Burkina Faso révolutionnaire s'est imposé sur la scène africaine et internationale, surtout et avant tout grâce à son génie intellectuel. Aux vertus, je disais donc, aux vertus morales et humaines des dirigeants et des masses organisées.
nous avons vaincu des adversités et des animosités sordides, solides et armées jusqu'aux dents. Nous avons su être fermes dans la défense des principes sans jamais céder à la rage. Nous nous sommes défendus sans haine dans le respect de la dignité des autres parce que la dignité est une valeur sacrée au Burkina Faso. L'essentiel pour nous aujourd'hui est de retenir ces diverses formes d'adversité et d'en tirer les leçons pour nous fortifier, car les combats à venir seront certainement plus durs et plus complexes. Durant les 4 ans de révolution, nous n'avons en effet cessé d'affronter la réaction et l'impérialisme. Les complots les plus sordides ont été ourdis pour nuire à notre action ou, pire, pour renverser notre révolution. L'impérialisme et la réaction restent farouchement opposés aux transformations qui s'opèrent chaque jour dans notre pays et remettent en cause leurs intérêts. Or, notre peuple ne cesse depuis 4 ans de faire la preuve qu'avec la révolution, il est possible de mettre fin à l'exploitation, de sortir de la misère et de créer le bonheur pour tous à la force de nos poignets et de nos cœurs. Ceux qui vivent grassement de l'exploitation des autres ont été contre notre combat et le seront davantage demain. Que n'a-t-on pas fait? Que n'a-t-on fait? Que ne fait-on aujourd'hui même pour arrêter notre marche en avant? Les sabotages économiques, les campagnes de dénigrement, la corruption, les provocations de toutes sortes, les chantages comme les menaces, ce sont autant des manœuvres de l'ennemi qu'il nous a été donné de connaître et d'affronter durant ces 4 années de lutte révolutionnaire. L'adversité, nous l'avons aussi connue de l'intérieur de notre Burkina Faso bien-aimé, dans notre propre rang, dans le camp de la révolution. Des idées et des pratiques erronées se sont en effet développées au sein des masses et des révolutionnaires et ont causé du tort à la révolution. Il nous a fallu les combattre malgré la relative fragilité de nos rangs. Il y a eu des révoltantes volte-face, des affrontements ont suivi des provocations. Il y a eu des déchirements, mais rien n'est jamais définitif. L'opportunisme, nous l'avons connu et nous l'avons vu à l'œuvre. Il travaille sous diverses formes à la rénonciation de la lutte révolutionnaire, à l'abandon de la défense intransigeante des intérêts du peuple au profit d'une recherche frénétique d'avantages personnels et égoïstes. La défense conséquente de notre orientation révolutionnaire nous a imposé de combattre toute idée ou tout comportement contraire à l'approfondissement de la révolution. Pour avoir choisi cette voie plutôt que celle plus facile de la démagogie, nous avons dû subir diverses attaques plus calomnieuses les unes que les autres, provenant aussi bien d'ennemis classiques que d'éléments issus des rangs même de la révolution. D'impatient développement, un zèle douteux des néophytes, quand ce n'est pas une frénésie des calculateurs aux ambitions personnelles non cachées. L'opportunisme comme la contre-révolution sont des ronces habituelles sur la route de la révolution. Et jusqu'à ce que la révolution atteigne ses objectifs finaux de création d'une société nouvelle où n'existe pas l'exploitation de l'homme par l'homme, l'opportunisme se manifestera toujours en chemin,
à un moment ou à un autre à la faveur des circonstances diverses ou sous les formes extrêmement variées, allant de la manifestation la plus droitière à l'expression la plus, la plus gauchiste et radicalisée. Les difficultés du combat, les exigences de l'engagement, l'âpreté de la lutte des classes ont amené des camarades à déserter purement et simplement les rangs ou à opérer des fuites en avant. Quand ce n'est pas pour se tromper purement et simplement de cible. D'autres caressent le rêve de raccrocher, mais ont des scrupules sur la manière de le faire. Aussi cherchent-ils à théoriser d'avance sur leur abandon du combat révolutionnaire. Et c'est ainsi qu'ont circulé et circulent encore de nombreuses théories et idées, toutes imbues d'opportunisme. Tout cela a contribué à constituer des éléments d'adversité contre lesquels il a fallu se battre pour avancer. Nous continuons de penser ou de croire que les échecs, les défaites, la récupération par la bourgeoisie, les impasses mortelles, les trahisons ne guettent et n'ont guetté que les autres révolutions. Notre révolution, très chers amis, très chers internautes, vous qui me suivez, notre révolution, le disait Thomas Sankara, tout comme les autres, est constamment menacée de tous les dangers contre-révolutionnaires. Il nous faut en être conscients, parfaitement conscients et nous engager résolument dans la défense permanente de la ligne juste qui mène vers l'objectif final. Il nous faut surtout être conscient que ces problèmes naissent de façon dialectique de l'exacerbation de la lutte des classes et qu'au contraire, leur inexistence traduirait en réalité l'étouffement sournois de la lutte révolutionnaire au profit de la conciliation des classes. Camarades, il nous faut aujourd'hui prendre le temps de tirer les leçons du passé et les enseignements de notre action passée pour enrichir notre théorie et notre pratique de la révolution et nous engager davantage dans la lutte de façon organisée, plus scientifique et plus résolue. Les tâches qui nous attendent sont nombreuses et complexes. Les ennemis de notre peuple et de sa révolution redoublent d'ardeur et d'ingéniosité pour nous barrer la route. Et il nous faudra plus de courage, plus de conviction et plus de détermination pour poursuivre la marche en avant. Mais cette conviction, cette détermination découleront en partie de ce que nous aurons tiré comme enseignement des 4 années de lutte. Et c'est pourquoi il nous faudra faire de l'an 5 de notre révolution une année de bilan, une année d'action idéologique et politique scientifiquement organisée. Oui, il nous faut ce bilan. En 4 ans de révolution, nous avons opéré d'importantes transformations révolutionnaires. Nous avons jeté les bases de la résolution de nombreux problèmes qui se posent à notre peuple. Nous avons beaucoup agi partout dans les différents secteurs de la société. Nous avons donné l'impression de tout vouloir changer et tout de suite, des critiques nous ont été faites, ça et là, et nous les comprenons fort bien. Du reste, nous constatons pour notre part que d'autres tâches importantes ont été négligées et ou minimisées. Il nous faudra consacrer plus particulièrement l'an 5 à l'exécution de ces tâches-là qui sont d'ordre politique, idéologique et organisationnel. L'approfondissement de notre révolution et les succès futurs de notre action politique dépendront de la justice avec laquelle nous aurons résolu dans notre pays les questions organisationnelles et d'orientation idéologique. La révolution ne saurait
se poursuivre et atteindre ses objectifs sans organisation d'avant-garde, à même de guider notre peuple dans tous les combats, sur tous les fronts. La construction d'une telle organisation doit requérir désormais beaucoup d'engagement de notre part. Sur la base des actions déjà entreprises, pour trouver des solutions à la question organisationnelle, il s'agira pour les révolutionnaires de notre pays de conjuguer leurs efforts pour vaincre les tares et les insuffisances que nous portons tous. Suivez très bien ce qui est très important, c'est ceci. L'unité des révolutionnaires est assurément une étape par laquelle il nous faut passer pour aller plus en avant dans l'exécution de la tâche d'organisation de l'avant-garde. Je me réjouis de constater qu'à ce 4e anniversaire de notre révolution, les bases sont jetées quant à la réalisation d'une unité réelle, d'une unité militante de l'ensemble des forces révolutionnaires de notre pays. Mais gardons-nous de faire de l'unité une univocité asségeante, paralysante et stérilisante. Au contraire, préférons l'expression plurielle diversifiée et enrichissante des pensées nombreuses, d'actions diverses, pensées et actions riches de 1000 nuances, toutes tendues courageusement et sincèrement dans l'acceptation de la différence, le respect de la critique et de l'autocritique vers le même et le seul objectif radieux qui ne saurait être rien d'autre que le bonheur. Qui ne serait autre que le bonheur de notre peuple. Camarades, les tâches idéologiques, politiques et organisationnelles dont nous devons nous acquitter sont de grande importance. Mais c'est ce qui est très important ici, dans ce livre, c'est en tout cas ces passages qui m'ont bien interpellé. Parce que actuellement, nous ne devons pas vraiment nous asseoir, seulement croiser les bras, comparativement à ce qui se passe dans notre pays. Dans ce passage, il dit encore quoi? Il dit la révolution ne cherche pas des raccourcis. Donc la révolution ne cherche pas des raccourcis. Elle impose à tous de marcher ensemble dans la même volonté de pensée et d'action. C'est pourquoi le révolutionnaire doit être un perpétuel pédagogue et un perpétuel point d'interrogation. Si les masses ne comprennent pas encore, c'est notre faute. Il faut prendre le temps d'expliquer et le temps de convaincre les masses pour agir avec elles et dans leurs intérêts. Si les masses ne comprennent mal, c'est encore notre faute. Et il faut rectifier, nuancer, il faut s'adapter aux masses et non vouloir adapter les masses à ses propres désirs, à ses propres intérêts, ou à ses propres rêves. Donc nous pouvons ajouter encore une fois par rapport à ce passage, mais gardons-nous de faire de l'unité une univocité asségeante, paralysante et stérilisante. Au contraire, préférons-lui l'expression plurielle, diversifiée et enrichissante de pensées nombreuses, d'actions diverses, pensées et actions riches de 1000 nuances, toutes tendues courageusement et sincèrement dans l'acceptation de la différence, le respect et la critique et l'autocritique vers le même et le seul objectif radieux qui ne saurait être rien d'autre que le bonheur de notre peuple. Donc nous pouvons ajouter cela. Nous pouvons ajouter ça comme ça. Très chers amis. Donc n'allons pas loin. N'allons pas loin.
La révolution ne cherche pas des raccourcis. Elle impose à tous de marcher ensemble dans la même volonté de pensée et d'action. C'est pourquoi le révolutionnaire doit être un perpétuel pédagogue et un empêchologue, un perpétuel empêchologue et un perpétuel point d'interrogation. Donc si on ne se comprend pas, nous devons nous donner la peine d'expliquer. Expliquer les gens pourquoi ça ne va pas, pourquoi ça ne marche pas. Pour que les gens puissent revenir à la raison. Donc c'était un peu le message que j'avais à passer aujourd'hui. Je crois que dans les jours qui viennent, nous allons encore entrer en profondeur pour vous dire que la révolution, ce n'est pas quelque chose qu'on badine avec. Donc il faut vraiment être motivé par rapport à vos conditions à vous. Est-ce que vous devez toujours continuer à souffrir de l'occupation ou vous allez vous décider un jour de vous lever et de dire que trop c'est trop, nous ne pouvons plus continuer comme ça, nous devons nous libérer et en nous libérant, nous devons nous soulever. Voilà pourquoi je vous dis à travers le passage d'aujourd'hui que nous devons faire un effort. Nous devons faire un effort de nous lever et en tout cas de sortir de l'occupation étrangère et nous libérer une fois pour toutes des occupants et de leur politique qui sont en train de mettre sur pied tous les jours, de confectionner, de nous maintenir toujours en otage. Je vous remercie beaucoup et je vous retrouve dans les jours qui viennent.